Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Capital Humain 3.0. Alors, et si le vrai défi des organisations aujourd'hui n'était pas la transformation digitale, ni même l'intelligence artificielle, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental, notre capacité à nous transmettre les uns aux autres. Dans un monde où tout va vite, où les cycles s'accélèrent, où les générations se croisent sans toujours se comprendre, comment faire cohabiter expérience et nouveauté? Comment éviter ces fractures silencieuses entre anciens et nouveaux? Et surtout, comment transformer ces différences en richesse collective? Parce qu'au fond, derrière la question des générations, c'est une autre question qui se pose. Qu'est-ce qui se transmet vraiment au travail? Des compétences ou une manière d'être au monde? Alors, pour explorer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maxime Bontemps. Maxime, c'est un regard à la fois lucide et profondément humain sur le travail. Un parcours qui traverse plusieurs mondes. Les RH, l'insertion, le conseil, et qui lui a permis de voir une chose essentielle. Derrière les organisations, il y a des histoires humaines. Et derrière les tensions, il y a souvent des incompréhensions qui n'ont jamais été réellement adressées. Ce qui le caractérise, c'est cette capacité à ne pas s'adresser au rôle, au statut, aux générations, mais à aller regarder ce qui se joue vraiment dans la relation. Il défend une vision des RH exigeante, pas une fonction support, mais une fonction qui peut réparer, relier et transformer en profondeur. Avec une conviction forte, on ne construit pas une organisation performante sans travailler la qualité du lien humain. Et on ne transmet pas uniquement des compétences, mais aussi des postures, des regards, des manières d'être. Dans cet épisode, on va parler de transmission, bien sûr, mais aussi de ce qui sépare, de ce qui relie, ce qu'on ne se dit pas entre générations, ce qui se perd et ce qui pourrait se réinventer. Et comment remettre la transmission au cœur de la performance collective. Alors bonjour et bienvenue à tous les auditeurs et bonjour Maxime, je suis ravi de t'accueillir dans l'émission. Bonjour Johan, je suis ravi d'être avec toi aussi ce matin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Maxime, et qui, alors certains te connaissent, hein, mais d'autres ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, alors sur un angle, moi j'aime bien revenir au sens, qu'est-ce qui t'a construit, d'où tu viens, le sens un petit peu que tu donnes à ton parcours et ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. C'est ce qui m'a construit. Je pense que ce qui m'a construit, c'est une caractéristique, on va dire, de mon parcours qui est la multi-activité. C'est-à-dire que j'ai jamais réussi, je crois, à ne faire qu'une seule chose à la fois, parce que je suis toujours curieux de plein de choses différentes. Et donc, j'ai un parcours où j'ai été d'abord étudiant et salarié au sein d'une association socioculturelle. Ensuite, j'ai été à la fois dans les RH, dans le conseil juridique, et puis dans le développement RH, dans le conseil auprès de TPE, PME. Et puis après, j'ai bifurqué un peu vers le secteur de l'inclusion, où je faisais à la fois toujours du conseil RH, mais aussi j'étais responsable d'une association en faveur de l'inclusion. Et puis aujourd'hui, j'ai plein de casquettes, du coup, parce que je suis à la fois responsable RH, manager, et puis formateur, auteur, conférencier, du coup. Alors justement, si on parlait aussi de ces éléments, en préparant l'émission, toi, ce qui m'a frappé, c'est que tu aimes
aider les gens à se transformer. Alors, au-delà d'un aspect d'un prisme RH, euh, est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus et puis parler aussi de ton livre parce qu'il y a un lien qui est fort par rapport à ça. Mm. Oui, mais ce que j'aime bien, on me pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que tu fais à la fois responsable RH et manager alors que tu pourrais être soit responsable RH d'un côté, soit manager de l'autre? En fait, moi, C'est j'aime vrai. bien être sur la partie RH, c'est-à-dire la construction de politique RH, de développement des compétences et des humains qui travaillent au sein des organisations. Mais j'aime bien aussi mettre en œuvre la politique que je déploie dans les structures dans lesquelles je travaille. Et donc, c'est ce côté manager, du coup, d'être aussi au cœur de l'accompagnement direct des équipes, du coup, dans leur montée en compétences, leur transformation, leur parcours professionnel, mais aussi leur parcours de vie, parce que je pense qu'on peut pas vraiment dissocier parcours professionnel et parcours de vie qui s'entremêlent, du coup, tout au long de la carrière professionnelle. Et effectivement, si je fais le lien avec mon livre Jamais trop tard, c'est ce côté un peu aborder un sujet sociétal de fond qui est l'emploi des seniors sous l'angle non pas de la politique globale, des chartes, des injonctions, mais bien des parcours de vie et de qu'est-ce que ça transforme dans les organisations d'accueillir un demandeur d'emploi de plus de 50 ans et qu'est-ce que ça fait quand on a plus de 50 ans et qu'on cherche un emploi dans sa sphère personnelle et professionnelle, dans son parcours de vie? Parce qu'encore une fois, on a un seul et même parcours de vie, qu'il soit personnel ou professionnel. Alors, on voit de plus en plus il y a beaucoup d'échanges sur le rôle de la fonction RH. Et quel est pour toi justement ce nouveau rôle? Alors, peut-être qu'il existait dans des organisations, mais on voit qu'il est vraiment en train de changer. Quel est pour toi voilà, le vrai rôle des RH aujourd'hui? Pour moi, le vrai rôle des RH, en tout cas ce qui doit être, parce qu'il y a ce qu'il est et puis il y a ce qui devrait être C'est vrai. aussi, du coup. Ce qui devrait être, c'est plutôt un rôle d'accompagnement du développement de l'entreprise à travers le développement des êtres humains qui travaillent au sein de l'entreprise. Et quand on dit accompagner les êtres humains qui travaillent au sein de l'entreprise, c'est pas forcément faire un plan général qu'on applique à la lettre. C'est encore une fois aller creuser à l'échelle de l'individu, ce qui est le plus compliqué parce qu'il faut à la fois penser global et puis travailler très local avec les êtres humains qui composent les équipes. Et du coup, le RH, il doit être dans l'accompagnement de l'ensemble de l'entreprise et de l'ensemble des composantes de l'entreprise pour non pas qu'il fasse à la place d'eux, mais qu'il aide chaque composante de l'entreprise, en particulier les managers, à prendre ce rôle à cœur et à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent eux aussi accompagner les professionnels qui travaillent au sein de l'entreprise. Est-ce que, selon toi, aujourd'hui, la fonction RH, elle est sous-estimée par rapport à son impact, la, la valeur stratégique que ça représente dans une organisation? Est-ce que tu penses que c'est sous-estimé? Et si c'est le cas, est-ce que tu as des clés de lecture pour comprendre pourquoi, en fait? Alors oui, je pense que la fonction RH est sous-estimée aujourd'hui dans les entreprises, même si moi j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein. Donc je trouve qu'il y a quand même un progrès qui a été fait dans les dix, C'est quinze vrai. dernières années sur la vision que les entreprises ont de cette fonction RH. Un progrès, si je peux me permettre, qui est aussi porté par une structuration professionnelle et des associations comme la NDRH, par Mhm. exemple, qui a fait un gros travail de communication et de valorisation de la profession RH dans l'espace public, mais aussi au sein de chaque entreprise et organisation. Maintenant, on n'est pas encore au bout du chemin sur Mhm. la valorisation de la fonction RH dans les entreprises. Et souvent, effectivement, elle est sous-estimée parce qu'on la considère comme une fonction support. Et qui dit fonction support dit aussi fonction annexe, non essentielle au cœur de l'activité de l'entreprise. Or, pour une entreprise qui n'a pas besoin de salariés, d'êtres humains qui travaillent pour elle, effectivement, on peut se dire que la fonction RH peut être support, annexe.
Mais à partir du moment où l'entreprise a besoin de compétences pour continuer à déployer son activité, de facto, la fonction RH, elle devrait être au cœur des préoccupations de l'entreprise pour dire comment est-ce que je fais en sorte d'avoir les meilleures compétences au bon moment pour aider au développement de mon entreprise. Alors je reviens sur sur ce que tu disais, et tu es très bien placé par rapport à cette réflexion, c'est que moi je vois il y a de plus en plus de managers où ça devient compliqué pour eux, enfin c'est des, euh, des retours que j'ai sur le fait de comment on appréhende euh, un être humain au travail, au-delà en fait du collaborateur, hein. Un être humain dans sa diversité, dans ses diversités de comportement, de positionnement, euh, et donc quand on est manager de proximité et aussi en tant qu'RH, comment on peut arriver à mettre en place des dispositifs pour avoir une meilleure, arriver à mieux cerner l'être humain, justement. Parce que souvent, quand on le comprend mieux, on arrive à apporter des approches, des ajustements qui sont plus adaptés. Comment tu t'y prends, toi? Surtout, tu as la double casquette pour justement appréhender ça. Euh, Alors moi, j'ai deux focales sur sur ces sujets-là. J'ai une focale qui est plutôt classique, qui est qu'est-ce que l'entreprise peut mettre en place et donc qu'est-ce que la fonction RH peut mettre en place pour accompagner les managers. Et tu as dit quelque chose qui me semble très juste, c'est il faut mieux comprendre pour mieux accompagner. Du coup, et souvent, le premier point, c'est de montrer aux managers que leur mode de pensée n'est pas le mode de pensée unique et qu'en fait, il existe une diversité d'individus et de modes de pensée. Moi, j'ai passé une bonne dizaine, je pense, d'inventaires de personnalité dans dans ma carrière et je trouve que tous ne se valent pas, mais qu'il y a quand même un point commun dans les inventaires de personnalité, c'est que pouvoir comprendre avec un modèle, quel qu'il soit, comment est-ce qu'on fonctionne, ça donne des clés de lecture sur comment est-ce qu'on peut faire fonctionner les autres. Et il se trouve que dans ma structure actuelle, on a fait monter en compétences et en grade, si je puis dire comme ça, des personnes pour qu'elles prennent une fonction de management de proximité. C'est justement ce qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire un accompagnement. Nous, on a choisi Process Communication Model, du coup, comme Mhm. inventaire, pour que le premier point, ça soit et comprendre comment chacun et chacune fonctionne, et comment est-ce que mes équipes peuvent fonctionner, et comment est-ce que ça peut interférer sur mon mode de communication, de travail, d'expression et d'accompagnement avec mes équipes. Parce que si je me connais mieux et si j'arrive à décrypter quelques traits de comportement du coup de mes collaborateurs, bah, ça me permet d'ajuster et de comprendre ce fameux management adaptatif avec des exemples concrets qui partent de soi. Ça, c'est pour la réponse, on va dire, un peu classique, du coup, que je peux te faire. Mhm. Et puis après, moi, j'ai un parti pris, mais qui parfois peut cliver un peu, c'est de dire que oui, le droit du travail met une grosse responsabilité sur l'entreprise, sur le développement de l'employabilité de ses collaborateurs. N'empêche qu'à la fin, à mon sens tout à fait personnel, ça reste quand même de la responsabilité individuelle de chacun de progresser et de faire en sorte d'être mieux dans son travail demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Pas parce que ça va pas bien, mais aussi parce que ça permet d'anticiper des situations où il peut y avoir des changements. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup en France. En tout cas, moi, je vois Mhm. assez peu la culture individuelle de se dire qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle pour faire avancer les choses et progresser un peu chaque jour, chaque semaine sur des sujets directement liés à mon activité professionnelle ou plus personnels pour mieux collaborer avec mes collègues. Mais quand on collabore mieux avec ses collègues, parfois on collabore mieux avec d'autres personnes dans des sphères associatives où on s'entend mieux avec ses amis, sa famille ou autre, du coup. Donc c'est une forme de co-responsabilité quelque part face à à l'appréhension du travail quelque part. Donc la responsabilité individuelle et de l'employeur collective. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'on a tendance à, parfois gommer un peu la responsabilité individuelle Mhm. en faisant reposer sur l'entreprise. Moi, un manager qui me dit, ah non, mais du coup, c'est pas de ma faute si mes équipes sont en souffrance, mon entreprise me forme pas.
ça me met hors de moi. Parce qu'en Mm. fait, bah, si, derrière, c'est quand même de ta faute parce que qu'est-ce que tu as mis en place toi pour pouvoir progresser, décrypter les situations, etc. et faire en sorte de ne pas faire souffrir tes collaborateurs au travail qui viennent pas là pour souffrir, du coup. Et ça, justement, alors, je trouve ça passionnant parce que je pense qu'on est au cœur du sujet en ce moment dans les organisations. Et comment, alors je sais pas si vous êtes en train de le faire chez vous, mais j'aimerais bien avoir ton prisme de lecture. Comment on fait justement en tant qu'organisation pour inciter justement à cette démarche d'amélioration, alors sur le plan individuel et aussi collective, cultiver justement peut-être cette posture ou ce postulat dans une organisation. Est-ce que tu as des clés à partager? Alors, je prétends pas avoir de réponse universelle, Ah ouais, mais je me doute. Mais moi, je peux te partager un peu ma méthode, en tout cas ce que je Mhm. fais depuis une vingtaine d'années que je manage des équipes. Alors, j'ai pas toujours fait comme ça parce que j'ai fait beaucoup de bêtises au départ et puis du coup, petit à petit, j'ai appris et donc j'ai structuré un peu le mode de faire. Mais moi, ce que je constate, c'est que c'est en exposant les collaborateurs à ce qu'ils peuvent apprendre par eux-mêmes et par ailleurs de façon régulière, mais sans pression sur cet apprentissage, qu'on arrive le mieux à donner envie d'apprendre et d'apprendre indépendamment de l'entreprise. Mhm. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un manager? Ça veut dire que quand tu repères quelque chose qui pourrait faire progresser un collaborateur, tu lui soumets et tu ne t'agaces pas s'il ne saisit pas ta proposition. Et ça peut être hyper frustrant au démarrage parce que tu sais que si le collaborateur ou la collaboratrice va se saisir de tel bouquin, écouter tel podcast au hasard, Capital Humain 3.0 du coup, ou autre ressource, euh, il progressera du coup, il apprendra des choses et ça répondra à un de ses problèmes aujourd'hui. Sauf que si tu lui imposes de lire un bouquin, d'écouter un podcast, ou d'aller écouter, enfin lire un article ou autre, tu casses quelque chose qu'il faut réussir à mettre en mécanique, à mettre en mouvement, qui est l'envie et l'intérêt d'apprendre par soi-même. Parce que tu seras pas toujours là pour lui mettre sous les yeux le bon article, le bon podcast, le bon bouquin. Par contre, Ouais. si tu lui as donné envie de lire, de progresser, et ben à ce moment-là, ça permettra du coup de le rendre autonome. Et deuxième clé, c'est d'inciter les personnes qui apprennent par eux-mêmes quelque chose à le partager aux autres collaborateurs et à devenir un peu courroie de transmission de ce savoir pour que la question naisse de dire mais comment tu sais ça? Comment tu as appris ça? Et que ça permette que tu ne sois pas le seul en tant que manager à dire bah, il faudrait lire tel article, écouter tel podcast ou autre et que ça devienne que tu es des ambassadeurs du coup de ce mode d'apprentissage. Du coup, c'est une forme pas d'exemplarité parce que il n'y a pas de jugement derrière, mais de forme de prise d'initiative de certains leaders qui ont envie d'aller de là-dedans. Et par effet mimétisme, en fait, ça a peut-être donné envie à d'autres collaborateurs de se dire, mais j'ai envie d'aller dans la même démarche avec mes propres outils, c'est ça? Mm. C'est tout à fait ça, et effectivement, ça suppose que en tant que manager, tu sois dans cette dynamique-là. Un Ok. manager qui attend que l'entreprise lui apprenne les choses et qui apprend jamais par lui-même ne pourra pas donner le goût à ses Mm. collaborateurs d'apprendre par eux-mêmes, alors même que si ça se trouve, il passe ses journées à répondre des problèmes, à résoudre pardon des problèmes que Mm. ses collaborateurs pourraient résoudre tout seuls si on leur donnait les clés pour apprendre à le faire, quoi. Alors, je vais faire un lien, alors, une petite pirouette avec le sujet de l'intergénérationnel. On va ouvrir un petit peu le sujet, parce qu'il y a plein d'autres sujets qu'on voudrait aborder ensemble, mais est-ce que justement, dans cette notion de lien intergénérationnel, donc avec des jeunes et des moins jeunes, est-ce que justement, cette notion de avoir envie d'évoluer, de se questionner sur ses pratiques, est-ce que ça peut être au cœur de cette transmission intergénérationnelle? Alors, ça doit être au cœur de la transmission intergénérationnelle, le fait de se questionner sur ces pratiques.
Après, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là dans de nombreuses organisations, malheureusement, Mhm. parce qu'il y a une espèce de clivage jeune-ancien qui se crée du coup dans les entreprises, alors même qu'il n'y a pas tellement de raison à ce clivage-là quand on creuse un peu. Sauf que quand on reste en surface, effectivement, il est bien présent. Et qu'est-ce que tu peux constater, toi, aujourd'hui, dans justement cette notion de transmission intergénérationnelle? Qu'est-ce qu'il y a comme archétype, si on peut résumer à ça, entre une façon de penser d'une jeune génération et une autre façon de penser d'une génération plus ancienne? Ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe que des effets de génération? Oui, je pense qu'il y a des effets de génération qui se créent parce que une génération a par définition vécu les mêmes éléments, les mêmes événements forts, du coup euh, nationaux, internationaux, au même moment, la même époque, Mhm. si je puis dire. Et Complètement. donc, je pense que un marqueur fort tel que la crise sanitaire de 2020 aura marqué chaque génération à la lumière de ce qu'elle vivait à ce moment-là. Et donc, une génération qui était au collège et au lycée à ce moment-là et qui s'est retrouvée avec des cours à distance, plus de lien social, de l'anxiété forte, aura été marquée par des éléments qui seront pas les mêmes que une génération qui était au travail et qui avait vécu d'autres crises, mais pas une crise sanitaire comme celle-là. Donc oui, il y a des marqueurs générationnels qui existent et je pense qu'on peut pas forcément les nier. Après, euh, je pense que la plus grosse fracture que je peux constater entre générations, c'est celle autour de la place du travail dans la vie. Du coup où pendant très longtemps, le travail a occupé une place centrale dans la vie et le parcours de vie des individus. Et depuis quelques années, on voit émerger des collaborateurs pour lesquels le travail n'occupe plus cette place centrale. Et il y a plein d'autres aspects de la vie qui occupent une place plus importante que le travail, qui n'est qu'un moyen de réaliser d'autres aspirations dans son parcours de vie. Ce clivage-là, en fait, euh, si on creuse un peu, au final, on peut se rendre compte que c'est une approche initiale, mais je pense qu'il y a assez peu de collaborateurs et collaboratrices qui sont en deuxième partie de carrière qui refuserait de dire bah, le travail occupe une place moins importante dans ma vie et me permet de réaliser des projets personnels que j'ai à côté. C'est juste que le point de départ, c'est-à-dire l'entrée dans la vie professionnelle, ne s'est pas faite avec ce prisme-là. Pour autant, ça reste aussi une tendance de fond. Donc je crois que c'est pour ça que je parlais de surface et de profondeur tout à l'heure. Mhm. Quand on reste en surface, on oppose les gens généralement. Quand on creuse, on trouve toujours des points d'accroche et de dialogue importants. Est-ce que de plus en plus on parle dans les entreprises de notion de contrat relationnel par rapport à contrat transactionnel, avec justement des générations qui justement ont vu leurs parents être très engagés de manière relationnelle, voire l'entreprise où on avait une notion de lien fort interhumain et qui ont été un petit peu déçus parce que les organisations en fait ont négligé peut-être certaines choses dans le contrat relationnel et donc ces enfants en fait ont été spectateurs en fait de ces quelque part trahison, le mot est fort, mais en fait de ce décalage. Et ils se disent, ben, finalement, est-ce que vraiment ça vaut le coup de vraiment s'engager de manière profonde relationnelle et de rester plutôt dans un contrat transactionnel, c'est-à-dire je viens prendre mon salaire et en échange de mon temps, mais je m'engage pas forcément très en profondeur dans le lien humain. Est-ce que ça, tu penses que c'est un phénomène de société qu'on voit maintenant apparaître auprès des jeunes générations parce qu'ils ont été spectateurs quelque part de ce constat auprès de leurs parents? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle ou que tu vois ou pas? Oui, c'est quelque chose qui me parle, que je vois assez peu dans les organisations dans lesquelles je travaille parce que je travaille dans le secteur de l'inclusion et dans le secteur de l'inclusion, Eh ce oui, lien humain.
forcément il est fort. Par contre, je vois des phénomènes comme, enfin assez marqués, comme par exemple les pauses ou le repas de midi, où tu as des différences entre le repas de midi qui était une institution de manger avec ses collègues et puis des personnes qui font le choix et souvent plutôt effectivement des jeunes, même si c'est pas exclusif, qui font le choix de dire bah non en fait moi ma pause je vais faire autre chose et oui, j'ai un temps de travail et puis j'ai un temps de pause. Et dans mon temps de pause, je reste pas sur mon lieu sur mon lieu de travail. C'est vrai. Après, je pense que malgré tout, ce qui fait rester n'importe quel collaborateur dans une organisation, ça reste, enfin, ça reste le lien humain, j'allais dire. C'est pas exclusivement le lien humain, mais je crois qu'il tient une grande place. On communique beaucoup sur les réseaux ou autres sur le fait que des salariés quittent pas une entreprise, mais quittent leur manager. Moi, je crois qu'il y a aussi des collaborateurs qui restent dans une entreprise pour les liens qu'ils ont avec leurs collègues et parfois avec leur manager aussi. Complètement. Alors justement, par rapport au manager, quel est le rôle un petit peu nouveau qu'ils peuvent avoir aujourd'hui dans l'organisation? Euh, Justement dans le sens où on n'est pas que dans un lien par rapport au travail. L'entreprise, c'est de plus en plus un lien euh, un fragment de notre société où on parle de plein de sujets divers et variés. Comment les managers en fait peuvent intégrer en fait cette nouvelle question du terrain de la société qui vient s'inviter dans l'organisation et comment ils l'appréhendent pour pouvoir interagir au mieux avec leurs collaborateurs. Je pense que les managers ont un rôle extrêmement important dans le dialogue dans l'entreprise et l'organisation du dialogue dans l'entreprise. Parce que si on applique uniquement des consignes, on Mm. ne sait pas pourquoi, on perd du sens, et donc si on perd du sens, soit on est en exécution bête et méchante et du coup pas hyper efficiente, soit on quitte l'entreprise parce que justement on ne trouve pas de sens dans le travail qu'on fait. Ce sens, il vient avec le dialogue, et le dialogue, il sert à plusieurs composantes du travail. Il sert sur ce côté pourquoi est-ce qu'on fait les choses de telle manière. Il sert aussi à mieux faire comprendre comment différentes générations travaillent entre elles et quelles sont les approches de chacun du travail à réaliser, de la manière de réaliser le travail et des attentes du coup en termes de comportement dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Mm. Et donc, si je reprends mon exemple de la pause de midi, on peut avoir dans une entreprise un manager qui va se retrouver confronté à des problèmes relationnels entre différents collaborateurs sur un élément qui, au départ, n'a aucun lien avec le travail, puisqu'il se passe par définition à la pause de midi en dehors du travail, du coup, puisque c'est une pause, du coup. Mhm. Ce n'est pas du temps de travail. Et pour autant, tu peux rapidement voir apparaître des phénomènes d'interprétation, de comportement, de dire bah, telle personne ne mange pas le midi avec les autres. Est-ce qu'elle a un problème relationnel avec nous? Est-ce il y a quelque chose, etc. Et tu C'est vois, vrai. le jeu de la supposition sort. Et j'ai envie de te dire, pour un manager, c'est dingue parce que du coup, il se retrouve à devoir gérer des conflits qui naissent dans un espace sur lequel il n'a pas de prise. Du coup, c'est intéressant. Mm. Et c'est challengeant pour un manager. Et donc, si ce manager ne met pas de dialogue entre ses salariés, j'ai envie de te dire, euh, peu importe leur génération, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir des phénomènes et des comportements qui sont plus marqués sur une génération ou une autre, mais il y a surtout des aspirations, des attentes et des individus, des personnes individuelles qui ont des comportements, et ces comportements réalisés au sein d'un groupe amènent à des suppositions, des interprétations, et parfois bah, des frictions et du conflit. Et donc moi, je crois beaucoup au dialogue pour réussir à se mettre à la place de l'autre et à faire comprendre que non, on fonctionne pas tous pareil et que bah, c'est pas grave. En fait, on peut malgré tout fonctionner ensemble, même si on ne fonctionne pas pareil au départ. Du coup, je recoupe avec ce que tu as dit et c'est intéressant, la démarche de passer au process com justement pour arriver à mieux se connaître et savoir comment on réagit, couplé justement avec ce cadre
euh, sécure, émotionnelle, de pouvoir échanger, partager, comprendre les différences à travers notamment les résultats de process comme entre guillemets, ça permet justement de mieux se comprendre et d'être plus tolérant peut-être dans les postures, justement. Et le manager a- est peut-être garant justement de cet espace justement où on peut arriver à mieux se comprendre et mieux interagir. C'est- Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Effectivement, pour moi, le manager doit être garant de cet espace de dialogue et de compréhension pour mieux euh, collaborer et interagir les uns avec les autres. Si le manager ne se connaît pas bien lui-même et ne comprend pas que tout le monde ne fonctionne pas pareil, bah, du coup, il va lui-même ancrer un clivage entre les personnes qui ont le même type de fonctionnement que lui et les personnes qui n'ont pas le même type de fonctionnement que lui. Et son risque, c'est à un moment donné de faire fuir les personnes qui ne fonctionnent pas comme lui, de recruter que des clones et d'avoir une équipe de clones qui sera pas hyper efficiente parce qu'elle manquera de diversité et de points de vue un peu différents. Et moi, mais après, c'est un peu ce pourquoi je me bats tous les jours. Je crois Mhm. beaucoup au fait que la diversité, c'est une richesse, même si parfois, ça peut être très, très challengeant pour les managers. Genre, c'est quelque chose parce que en ayant fait plein d'inventaires de personnalité, j'ai pu identifier aussi des types de comportements et de personnalités avec lesquels c'était beaucoup plus dur pour moi d'interagir. Et donc, j'ai pu me confronter à cette difficulté de dire, ouais, je sais qu'avec certains collaborateurs ou certaines collaboratrices, ça va me prendre une énergie de dingue, alors qu'avec d'autres, ça va être très simple. Et donc, la question, c'est, est-ce que cette énergie-là, tu es en capacité de la mettre en tant que manager au bénéfice de ton équipe, parce que la diversité de profils de ton équipe va engendrer, si tu arrives à tous les faire travailler ensemble, une bien meilleure efficience et une bien meilleure performance, à la fin. Alors, tu me fais la transition toute trouvée avec les profils atypiques. Je sais que tu es très engagé là-dessus et que c'est un sujet qui te parle beaucoup. Alors justement, alors quand on parle de profil atypique, souvent il y a des fourre-tout, des raccourcis qu'on peut faire avec des HPI, des TDAH, etc. Mais c'est bien plus large que ça. Et donc tu commençais à en parler de la nécessité que ça peut avoir justement de bien intégrer ces profils atypiques. Et on parle de plus en plus de richesse de ces profils. En quoi justement ils peuvent amener une vraie richesse quand on arrive à bien les appréhender, hein, une vraie richesse pour une équipe, une organisation. Alors déjà, on parle beaucoup de profils atypiques. En réalité, je crois pas qu'il y ait tellement de profils typiques parce que on a Oui. tous un parcours très très différent les uns des autres. Donc, Mhm. je connais peu de personnes qui peuvent dire, bah si, oui, dans mon entreprise, j'ai 10 profils typiques. Ils sont bien identifiés, ils ont tous fait la même école, ils habitent dans la même commune. Voilà. Donc, au final, on a tous quelque part un peu d'atypique, sauf que c'est plus facile de se dire, ah bah non, moi je suis dans la norme, et il y en a qui sont hors de la norme, parce que ça permet de créer une appartenance à un groupe social. Mais au final, il y a plein de groupes sociaux différents, C'est on vrai. appartient tous à plusieurs groupes sociaux. Euh, Maintenant, effectivement, quand on parle de profils atypiques, souvent, on va parler de profils qui sont moins inclus dans l'entreprise, donc par définition plus exclus et qui sont plus exclus parce que souvent ils font un peu peur, ou en tout cas ils créent de la suspicion sur la performance qu'ils vont pouvoir apporter dans l'exercice d'un métier donné. Et ça peut être le cas à cause d'un handicap, à cause de l'âge, à cause de de raisons différentes. Moi, ce que je constate, c'est que dans les équipes dans lesquelles on arrive à inclure de façon large tout type de profil et avoir du coup une diversité de profils de personnes et donc une large palette de compétences de personnes et à utiliser à bon escient les compétences spécifiques de chaque personne, à ce moment-là, on va réussir à amener une performance supérieure.
Si je te prends le cas si tu me permets de faire un petit Mhm. exemple, Vas-y, du vas-y. coup, ouais. Si je te prends le cas des jeunes et des plus anciens dans l'entreprise, on va avoir un clivage qui peut se faire à dire, bah ouais, mais du coup, les anciens, ils sont réfractaires au changement et à tout ce qui va être digital, du coup, cliché. Mhm. Les jeunes, eux, ils vont très vite, mais par contre, il manque un peu de prise de recul liée à l'expérience. Cliché aussi qui Mhm. peut exister. En réalité, si tu vises dans ton entreprise d'avoir que des jeunes ou que des anciens, il te manquera toujours des compétences que va t'amener du coup quelqu'un. Parce qu'effectivement, tu peux avoir du coup un travail qui se met en place de créer justement des binômes, mais des binômes non pas qui disent bah un salarié qui est en deuxième partie de carrière va apprendre aux petits jeunes qui arrivent, mais plutôt mettre les conditions pour que chacun apprenne à l'autre. Du coup, peut-être l'un va apprendre une compétence que l'autre n'a pas et inversement. Et ça marche avec tout type de profil, du coup, de trouver justement cette singularité, c'est-à-dire la plus grosse force de la personne pour la mettre en lumière aux yeux des autres et pour que les autres ne le voient pas à travers son atypisme supposé, mais à Mhm. travers la compétence la plus forte qu'il amène et donc sa contribution au collectif de travail. Mais ça, effectivement, c'est du job pour les managers. La question, c'est est-ce que les managers ont le courage de faire ce job, du coup? Et oui, et puis qu'on lui on l'outil et voilà, qu'on lui amène ce qu'il faut. Euh, il y a quelque chose, je rebondis sur ce que tu as dit, et quelque chose qui est sur le recrutement. Est-ce qu'on n'a pas tendance aujourd'hui à recruter sur le passé? C'est-à-dire, on prend l'expérience d'un candidat, il a travaillé dans tel secteur, et du coup, par réflexe, par confort, on va le recruter parce qu'il a cette expérience avec des potentiels qu'il a pu exprimer dans son passé. Mais derrière, il y a peut-être des potentiels sous-jacents qui sont inexploités et on passe peut-être à côté de ces potentiels qui peuvent être super intéressants pour l'organisation. Est-ce que dans les process de recrutement, on n'a pas tendance, par sécurité, par confort, à se réfugier sur le passé plutôt que sur les perspectives d'évolution du collaborateur? Je pense qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est assez cynique pour le moment, qui est Mhm. euh, quand tu demandes à une entreprise si elle recrute sur le passé ou sur le potentiel, elle va te dire ah, le potentiel. Nous, on recrute sur le potentiel sans hésiter. Du coup, sans hésiter. Parce que, en fait, il y a un discours qui s'est installé depuis quelques années sur le fait de dire, bah oui, le CV, ça fait pas tout, le passé, ça fait pas tout, faut recruter sur le potentiel, c'est l'avenir de l'entreprise, etc., etc. Super, c'est très bien. Donc déjà, on a passé le cap du discours. Ce qui serait bien, c'est qu'on passe le cap après le discours des actes. Ce serait encore mieux, du coup. Et souvent, du coup, dans ces entreprises-là, si tu leur dis, ah ouais, super, vous recrutez sur le potentiel, c'est quoi votre dernier exemple? Ah bah, ça, pas de problème, il t'en sort un. Un autre? Ouais, il y en a un deuxième. Et puis encore un autre, là, ça commence à bloquer un peu parce que du coup, généralement, dans une interview, on va t'en demander un ou deux, pas plus. Et donc, du coup, tu sais que tu as tes un ou deux exemples que tu vas ressortir. Mais un ou deux exemples, ça fait pas une politique d'entreprise. Pour autant, je pense qu'effectivement, il y a un vrai enjeu à pouvoir regarder qu'est-ce que la personne pourrait faire et surtout quelles sont les compétences que la personne a développées qui n'existent pas dans l'entreprise et qui pourraient être utiles de venir chercher, d'aller chercher. Et c'est vrai que moi, ça doit faire une petite quinzaine d'années maintenant que j'expérimente. Alors, pas avec des gros outils RH, mais avec souvent mes petits moyens du recrutement sans CV pour justement essayer d'aller chercher ce que la personne peut apporter au-delà du récit de ses expériences passées. Et donc, ça conduit parfois à faire des ponts où les collaborateurs, quand ils regardent le parcours de la personne, se disent, mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés recruter telle personne, du coup? Mhm. Et où petit à petit, ils voient arriver, du coup, la compétence qui, en fait, était transférable ou quelque chose qui va permettre, du coup, de faire
ce pont-là. Et ça suppose de prendre des risques en matière de recrutement et d'accepter que, bah oui, quand on recrute sur plutôt un potentiel, on crée un risque parfois un peu supérieur sur le recrutement. Et donc, il faut que toute l'entreprise prenne euh, en considération le fait qu'on n'aura pas 100% de réussite. Par contre, que les réussites qu'on aura surpasseront de loin les échecs qu'on a pu vivre. Est-ce que je pose une question comme ça en réfléchissant avec toi. On est dans une culture où on est encore marqué par le poste, avec le CDI, avec un peu une liaison inconsciente sur du long terme avec un collaborateur. Je mets versus parce que je travaille beaucoup avec le Québec et au Québec, en fait, on fait des tests en situation pour recrutement. On met les gens en situation pour les recruter. C'est-à-dire que le recrutement, en fait, il est validé la plupart du temps, en fait, en faisant ce test-là. C'est-à-dire, ça permet d'ouvrir sur différents champs. Mais il n'y a pas cette liaison, en fait, inconsciente où on va se marier à vie avec l'entreprise. Parce qu'ils ont des arsenals juridiques différents. Et là, dans la culture, on peut partir assez facilement et puis réintégrer une entreprise assez facilement aussi. Est-ce que ça, tu penses que ça joue aussi dans notre culture française, le fait on prend le maximum de garanties au départ, enfin on essaye, parce qu'on sait on s'intègre dans la durée et dans l'inconscient collectif, dans un format très long, même si ça a changé en ce moment, hein. Mais est-ce que ça, tu penses que ça joue culturellement dans les process de recrutement, justement? Oui, je pense que culturellement, il y a beaucoup de process qui sont blindés euh, pour justement limiter le risque parce qu'on se dit, oulala, une fois que j'ai recruté la personne, si elle fait pas l'affaire, j'aurai du mal à m'en séparer ou ça va me coûter cher, etc., etc. Parce qu'aussi, dans beaucoup d'entreprises, le recrutement s'arrête au moment de la signature du contrat de travail, Ouais, du oui, coup. c'est important ça. Et en réalité, derrière, il y a toute la phase d'onboarding, d'intégration, d'évaluation, de validation du coup de la période d'essai qui peut te permettre encore d'aller plus loin, du coup, Mhm, dans bah, une bonne intégration, une sécurisation du coup de ton recrutement. Après, je te rejoins, moi, je pense que mettre la personne en situation réelle d'exercer le métier, à condition de la mettre dans une situation à chance égale, du coup, c'est-à-dire que si mhm, elle a besoin d'un aménagement de poste pour exercer le métier, il faut pas que le test la fasse échouer parce que, en fait, avec un aménagement de poste, elle aurait réussi, mais dans les conditions du test, tu peux pas lui proposer l'aménagement de poste. Donc, ça suppose de questionner aussi un petit peu la manière dont on passe les tests. Et je pense que, alors, je connais pas bien le Québec, mais je pense qu'en France, nous, on n'y est pas encore là-dedans, du coup, mhm. sur cette adaptation là. Pour autant, je pense que c'est assez intéressant. Et puis, c'est assez intéressant de se questionner aussi sur les canevas de recrutement qu'on met en place. Du coup, il y a encore trop de recruteurs qui recrutent sans aucun objectif d'aller chercher les compétences détenues par la personne et qui ont une grille d'entretien et puis qui à la fin recrutent sur le fameux feeling, du coup, Mhm. qui conduit souvent à exclure des personnes qui sont non appartenantes à nos groupes sociaux à nous, quoi. Il y a une notion, j'ai échangé il n'y a pas longtemps, je dans une autre interview, on parlait de travail prescrit. Souvent, parfois dans une annonce, en fait, il y a le travail en fait théorique, il y a le travail réel qui existe et le travail perçu. Et souvent, ces deux scopes euh, ne passent pas en fait dans l'explication qu'il peut y avoir sur la présentation du poste. Du coup, parfois, est-ce qu'il peut y avoir des décalages entre des candidats qui se disent, voilà, j'ai une description du poste de ce que je peux faire par rapport à ce qu'on me donne, mais dans la vraie vie, dans la réalité du terrain, en fait, c'est parfois un peu éloigné ou ça s'en rapproche, mais de ce qu'on m'a donné. Est-ce que ça peut être vraiment un levier à améliorer dans les process de recrutement pour éviter ces décalages, justement? Oui, c'est un levier qui est assez important, du coup, parce que la différence entre le travail prescrit et le travail réel, c'est quelque chose qui est de plus en plus documenté et qui fait de plus en plus de dégâts
puisque on a des salariés qui, comme je le disais tout à l'heure, ont parfois eu des déceptions, vues dans leur entourage, des déceptions de la part de leurs proches dans la prise d'une opportunité d'emploi, d'un contrat, d'un job quelque part et qui du coup sont méfiants. Et donc la moindre anicroche du coup dans le contrat initial, c'est la présentation versus la réalité, crée de suite une friction que le manager devra gérer Eh oui. derrière et parfois pas forcément bien préparé. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je vois de plus en plus de candidats qui s'autorise à poser des questions assez poussées sur la réalité du travail dans la structure ou dans l'entreprise. Et ça, je trouve ça intéressant. Et on a même des candidats qui renversent le sujet de la prise de référence, du coup, en disant, bah, est-ce que je peux, moi, échanger avec des collaborateurs, soit qui sont partis de votre entreprise, Hmm. soit qui sont encore en poste, mais pour avoir aussi la version des collaborateurs, pas que la version des RH et du recruteur. Et ça, pour moi, c'est un sujet sur lequel les entreprises et les RH doivent se pencher parce que c'est un vrai marqueur fort de transparence. Or, la transparence, c'est important aujourd'hui pour tout type de collaborateurs. Et quoi de plus transparent que de dire, bah, en fait, voilà notre organigramme, allez-y, choisissez, vous pouvez échanger avec n'importe qui, on n'a rien à cacher. Du coup, ça, Hmm. c'est un signal fort et ça crée Oui. tout de suite une relation de confiance entre la personne qui va venir chez toi et la personne et l'entreprise, du coup. Après, pour pouvoir faire ça, faut pas avoir un affichage d'un côté et puis des actes assez différents de l'autre, parce que forcément, ça marche pas. Oui, et puis c'est une transparence parce que dans toute organisation, il faut être honnête. Il n'y a aucune organisation où tout est bien rodé, tout marche bien. On a tous des leviers d'amélioration. Donc, je pense que s'il y a une démarche authentique de l'employeur en disant, ben voilà, là on n'est peut-être pas bon, mais on essaye de s'améliorer, ça peut-être que ça rassure justement les candidats en disant, ben ok, ils sont transparents, on nous vend pas du bullshit, hein, comme on peut voir Mm. par ailleurs, et ça peut y contribuer, je pense, hein. Donc, Mm. Ouais, moi, tu as tout à fait raison, parce que moi, en plus, j'ai souvent vu un phénomène, c'est que en expliquant que sur un point, on n'était pas forcément super bon, qu'on était en cours d'amélioration, du coup, le candidat s'imagine quelque chose de vachement plus dégradé que ce qu'il va trouver en réalité. Donc, en fait, on y gagne sur les deux tableaux, c'est-à-dire que, un, on est transparent, et deux, au final, bah, on n'est pas aussi pire que ce que le eh candidat oui. pensait, et donc ça fait plutôt un effet positif quand la personne arrive dans l'entreprise. Alors, je vais te poser comme on arrive vers la fin de l'émission, on va prendre un petit peu de hauteur et on va se téléporter dans, allez, 4-5 ans, voilà, hop, même conversation dans 4-5 ans. J'aimerais avoir, admettons, on est dans 4-5 ans, qu'est-ce qui, selon toi, aura profondément changé dans le travail? Est-ce que tu vois des choses très marquantes qui d'ici 4-5 ans peut avoir changé, je sais pas moi, de vision, de process, ça peut être sur plein de sujets. Qu'est-ce que tu subodores? Euh, Moi, je pense que le plus gros changement qu'on est en train de vivre, c'est l'introduction de l'intelligence artificielle dans tout un tas de métiers, de process, etc., etc. Euh, Ça me pose, moi, des questions, l'introduction Mhm. de l'intelligence artificielle, qui est, on peut aller plus vite et avoir un accès au savoir qui est immense et une capacité à faire les choses par soi-même immense, mais tout en déléguant toute la réflexion et la construction à une IA. Et donc, alors je réponds pas particulièrement à ta question, mais moi, ce qui m'interroge dans 5 ans, Mhm. c'est est-ce qu'on aura encore de la profondeur dans la manière dont on fait les choses? Et je te disais tout à l'heure, en introduction de notre échange, que souvent, il y a des problèmes qui naissent du manque de profondeur, c'est-à-dire qu'il y a un problème en surface, mais quand on creuse et quand on dialogue, on le résout. Vu que l'IA nous amène à avoir des choses de façon instantanée qui sont en surface bien mieux que ce qu'on aurait pu faire par nous-mêmes, est-ce qu'on va pas se contenter de ça et plus jamais aller creuser en profondeur? Donc ça, c'est une vraie question, je pense qu'il faut que tout le monde garde à l'esprit.
Et puis, l'autre question que ça amène, c'est qu'on peut gagner un temps infini avec, en utilisant à bon escient l'intelligence artificielle dans des tâches répétitives ou autres. Moi, la question que ça me pose, mais c'est le cœur de mon métier, c'est est-ce que ce temps-là, on l'utilisera pour redonner à l'humain une place plus centrale dans les organisations et donc passer plus de temps à dialoguer, faire en sorte qu'on collabore mieux et que chacun soit mieux dans sa vie professionnelle et sa vie tout court, parce qu'encore une fois, je pense qu'on n'a qu'une seule vie entremêlée. Et ça, bah, j'en sais rien. Je l'espère, en tout cas, que on ira vers du mieux. Donc, comme je vois le verre à moitié plein, j'ai envie de te dire que dans 5 ans, on aura gagné du temps pour creuser des sujets qu'on a choisis en profondeur et passer plus de temps dans les relations humaines. Et je reboucle par rapport à ce que tu dis et je te rejoins. Je pense que ça va être vraiment un vrai marqueur dans quelques années. Bon, il y a beaucoup de managers qui me disent, Johan, on fait de moins en moins de management, on doit faire du reporting, on doit faire de la technique, on doit suppléer à des fois des absences en fait dans nos équipes, hein. Et en fait, finalement, on n'a plus le temps de vraiment se pencher sur les signaux faibles, voilà. Et je me dis finalement, avec l'IA, peut-être que ces tâches qui peuvent être chronophages peuvent être libérées du temps pour les managers et de le réallouer justement à ben, je vais être plus attentif, créer des temps d'échange, de liens profonds avec mes collaborateurs. Est-ce que ça pourrait être ça justement, peut-être le remettre de l'humain au cœur des organisations en s'appuyant sur l'IA? Ben, je pense que c'est essentiel et que c'est le grand défi qu'on a parce qu'il y a cette vision-là du monde, ça c'est le verre à moitié plein. Mhm. Et puis, le verre à moitié vide, c'est qu'en fait, le temps qu'on gagne nous permet de licencier des gens Ouais. pour avoir toujours la même vitesse et le même gain financier avec beaucoup moins de coûts en face et donc une concentration de richesse qui se crée grâce à l'intelligence artificielle et ceux qui arrivent à bien l'appliquer. Mais moi, je vois le verre à moitié plein, donc je pense qu'on va pas aller là-dessus et qu'on va mettre plus d'humains dans l'entreprise demain. Eh bien, écoute, on va finir là-dessus, sur cette note positive, et je te rejoins. Moi, en tout cas, je défends cette idée, et j'ai pris beaucoup de plaisir à t'interviewer, Maxime. C'est passionnant. Je trouve que tu as beaucoup de prise de recul et c'est une grande richesse, surtout à ton poste en plus. Donc, merci pour tes échanges, pour ton témoignage. Merci infiniment. Merci à toi, Johan. C'était très plaisant aussi pour moi. Merci beaucoup. Et merci, chers auditeurs, de nous écouter depuis un petit moment hein, déjà. Et je vous propose d'autres interviews, d'autres visions éclectiques, d'autres univers. Et surtout, c'est important de ne pas oublier que nous avons tous des réalités différentes et c'est ce qui contribue dans notre monde à partager nos réalités avec respect. Et c'est l'enjeu de ce podcast. Donc merci de nous suivre et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et merci Maxime. À très bientôt. À bientôt. Merci. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.